La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 3, Sciences. Chapitre 2. Structure. L'univers quantique serait à l'univers physique ce que les fondations sont à un édifice. Nous ne pouvons comprendre la façon dont est réalisé un édifice que si nous connaissons l'organisation de ses fondations. Les fondations sont, généralement, conçues pour un modèle bien précis d'édifice. Aucun édifice ne peut reposer sur des fondations inadaptées. La façon dont sont réalisées les fondations doit ainsi pouvoir expliquer pourquoi l'édifice est construit de cette façon. Toutefois, est-ce que la construction des fondations peut servir à la réalisation de différents types d'édifices? Que pouvons-nous déterminer si nous reportons cette hypothèse de la construction pluriréalisatrice des fondations de l'univers à la réalisation de cet univers physique dans lequel nous nous trouvons? Nous pouvons envisager que la mise au jour des fouilles de notre univers, puisque c'est ainsi que nous pouvons interpréter la physique quantique et qui seraient les fondations de l'univers, apparaissent comme étant organisées, pour permettre la mise en œuvre de divers modèles d'univers physique. Notre univers a donc ses fondations, nous les avons découvertes et comprises à partir des théories élaborées que sont les schémas mathématiques des théories quantiques. Il s'avère que tous les schémas mathématiques ont pu être corroborés par diverses expériences confirmant chacune des théories émises. Dans ce que nous considérons comme l'infiniment petit, chaque théorie nous a permis de vérifier un fonctionnement différent du fonctionnement de la physique traditionnelle, dite classique. Les schémas de la physique quantique permettent notre compréhension de ce qui définit la matière elle-même. Ils nous expliquent comment chaque particule atomique, dont tout est constitué, fonctionne. Un objet quantique, une particule de l'atome en l'occurrence, se présente sous une définition surprenante de double dimension, une dimension matérielle plus une dimension ondulatoire. La lumière, qui en résulte, sera alors considérée, soit comme une onde, soit comme une particule. Elle apparaît donc, à la fois matérielle et immatérielle, selon notre modèle d'observation. Les particules des atomes présentent aussi d'autres comportements très surprenants. Malgré cette apparente contradiction, les expérimentations, élaborées à partir des schémas mathématiques envisagés ont toutes, de façon irréfutable, permis de vérifier le bien fondé de ces schémas. Toutes les expériences réalisées ont continuellement confirmé chacune des théories avancées. Il convient de comprendre que tout ce qui est expliqué, au niveau de la structure de la matière, régit tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Il convient aussi de bien comprendre quelle est la structure de l'unité qui est à la base de toute organisation, dans l'univers physique. Cette unité, c'est l'atome, soit un noyau ayant un ou plusieurs électrons gravitant autour de lui et puis, surtout, la composition elle-même du noyau atomique. C'est sans doute là que commence l'impossible comparaison de l'infiniment grand avec l'infiniment petit, et vice-versa. En effet, il apparaît facilement explicable que, dans un système solaire, ce soit des planètes qui gravitent autour d'un noyau central rayonnant, appelé Soleil, ou étoile, dont chaque trajectoire de ces planètes est facilement prévisible et explicable. Il n'en va pas de même pour l'orbite supposée de chaque électron, qui, d'une part, ne peut se trouver que sur une orbite bien spécifique, et qui, d'autre part, apparaît doué de la faculté d'être en mesure de quitter sa trajectoire initiale, pour une autre, et ce, de façon spontanée. Malgré cette incohérence, un rayonnement lumineux d'une longueur d'onde très précise peut être créé. Cette faculté de changement de trajectoire, instantanée, se fait apparemment sans que l'électron ait à traverser l'espace qui le sépare d'une trajectoire à une autre. On appelle ce phénomène un saut quantique, possédant, au passage, une énergie quantifiée, mais jusqu'à maintenant, inexpliquée. Cette mécanique quantique a permis d'élaborer un certain nombre d'hypothèses, dont les figures d'interférence, le principe de probabilité et le principe d'incertitude, montrent qu'une particule peut se comporter comme une onde. Il s'agirait donc d'une onde de probabilité où l'amplitude d'une onde à une position donnée,
qui prédit qu'un électron se trouve à une certaine position. L'électron apparaît alors comme doté d'une multitude de possibilités. Une équation permet justement de trouver l'onde de probabilité d'un électron, permettant d'établir ainsi avec certitude quel sera son positionnement, à partir de l'utilisation d'un nombre important d'électrons. Les équations de la mécanique quantique sont donc très précises, dès l'instant qu'il s'agit de probabilité. C'est le pouvoir des probabilités qui est alors mis en exergue. Il convient cependant de comprendre qu'à partir de la mécanique quantique, l'univers physique est gouverné par la probabilité et non par la certitude. C'est-à-dire que la nature fondamentale de la réalité est déterminée par le hasard et surtout pas par l'intuition, ce qui implique que rien ne puisse être affirmé avec certitude. Les équations quantiques sont pourtant à la base d'un grand nombre de nos avancées technologiques. Certains calculs semblent démontrer un phénomène d'implication et d'indéterminisme entre les particules. Une particule affectée impliquant un comportement à une autre particule, même si rien ne semble les relier et quel que soit leur éloignement dans l'espace, dans ce rôle des particules impliquées. Les particules peuvent ainsi être corrélées à travers l'espace, quelles que soient les distances les séparant. Cette singularité a pour objet de ne pas pouvoir appréhender les phénomènes particuliers de la mécanique quantique. La particularité de corrélation est trop étrange à notre compréhension, elle sous-entend qu'une particule est susceptible de tourner dans n'importe quel sens, sans qu'on puisse le déterminer, sauf à l'affecter et par voie de conséquence, à affecter une autre particule qui se trouverait en corrélation. Il peut donc être déterminé que c'est ainsi que cela fonctionne, mais il n'y a pas d'explication à donner. S'agit-il d'expliquer les mécanismes de téléportation? Des mécanismes qui consisteraient en une extraction d'un état quantique et de sa reconstitution intégrale, ailleurs. Autrement dit, il s'agirait d'une information qui serait téléportée et non de la matière. Cette information serait ensuite restituée, reconstituante de ce fait, de la même matière. Ce qui surprend, ce sont les incertitudes observées sur le fonctionnement de l'univers microcorpusculaire. Le niveau quantique de celui-ci divergerait dans son fonctionnement, dès lors que nous l'observons. L'univers macrocorpusculaire, dont nous faisons partie intégrante, correspondrait-il à ces caractéristiques particulières? Pourtant des possibilités qui existent dans l'univers quantique microcorpusculaire se retrouveraient dans l'univers classique macrocorpusculaire, où chaque possibilité récupérerait son aboutissement. Il s'agit donc d'un univers de potentialité et, qui plus est, en état potentiel. Toutes ces hypothèses nous amèneraient-elles à soupçonner l'existence d'autres univers? Transfert. Le transfert d'informations d'un atome vers un autre atome est appelé téléportation. Les corrélations entre particules sont permanentes, quelle que soit leur situation dans l'espace, on dit qu'elles ont un état intriqué. Ce comportement global neutralise toute tentative d'explication. Les particules posséderaient, chacune en propre et à l'avance, la propriété qu'on a décidé de mesurer. Il nous faut prendre en considération que les concepts qui nous sont devenus familiers, pour pouvoir être compris, doivent être remplacés par des concepts mathématiques abstraits, c'est-à-dire des équations expliquant la fonctionnalité de chacun des éléments. Les différents états physiques d'un système. Par exemple, l'électron possède différents états possibles. Pour pouvoir l'étudier, il suffit de représenter ces différents états physiques possibles par des entités mathématiques, cela s'appelle le principe de superposition. Qu'est-ce que la réalité? Existe-t-il une réalité? Pour comprendre la réalité, il faut avoir recours à des structures mathématiques qui ne sont pas dans la réalité. Seule, pour le moment, cette éventualité permet de comprendre le fonctionnement de notre univers, tel que nous le percevons. La théorie quantique montre que chaque élément n'a de propriété que celle que nous lui voyons au moment où nous l'observons. Avant de l'observer, nous ne pouvons pas connaître sa réalité. Cela serait donc l'observation qui produirait la réalité. Autrement dit, les éléments observés peuvent être des éléments différents, avant qu'ils soient observés. Les éléments quantiques ne deviennent ce qu'ils sont qu'à partir du moment où ils sont observés. Ça serait donc bien l'observation qui produirait la réalité.
Quelle serait alors notre implication dans la réalité visible de notre environnement physique? L'implication des particules, dans l'univers quantique, signifie que la modification d'une particule modifie une autre particule, dès lors qu'elles sont liées entre elles, même si elles sont séparées dans l'espace. Cette implication permet la transmission d'états dits quantiques, appelés des téléportations. Il ne s'agit pas d'un transfert de matière dans l'espace ni même d'une particule. Il s'agit de la transmission des propriétés d'un photon sur un autre photon, ils deviennent alors des photons intriqués. Il s'agit donc d'un transfert d'informations, de particule à particule. Ils sont appelés des vecteurs de communication. Il convient de déterminer le concept de l'information et le concept du savoir. Il s'avère que c'est l'information qui est l'élément constitutif de chaque élément et non pas l'élément lui-même. La matière, vue sous cet aspect particulier de la perception, n'est plus matérielle, mais elle est un volume d'informations, rassemblé en un endroit distinct. Ainsi, chaque unité est une somme ou un volume d'informations. Chaque élément étant un volume d'informations qu'il représente et non un élément en soi. L'aspect d'un élément n'est pas représentatif de l'information qu'il représente, ce n'est qu'un aspect. Ce qui importe, c'est le volume d'informations contenu dans l'aspect de l'élément observé. De nombreux responsables scientifiques considèrent maintenant qu'il y a une pluralité de planètes et aussi une pluralité de vies. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y aurait même, sur notre planète, des références à des visiteurs, venus d'ailleurs, hors de notre planète. Ainsi, lorsqu'ils font référence à l'histoire de notre planète, de nombreux éléments démontrent cette évidence. Se serait-il produit des visites d'êtres venus d'autres systèmes planétaires? D'autres planètes auraient aussi abrité la vie ailleurs, dans notre galaxie. Et qu'en est-il des autres milliards de galaxies? S'il est vrai que certains édifices n'apparaissent pas avoir pu être réalisés par les civilisations et leurs techniques, à certaines époques de l'histoire de l'humanité, alors qui est venu les leur construire et dans quel but? Des reproductions nous montrent aussi des vaisseaux et leurs pilotes, comparables aux témoignages rapportés actuellement d'appareils volants, encore inconnus de nos techniques de vol. Certaines réalisations, sur notre planète, nous apparaissent encore hors d'atteinte, malgré les moyens technologiques que nous savons mettre en œuvre. Pourtant, ces objets volants ou planants, qui viendraient d'ailleurs, apparaissent assez discrets à notre égard et semblent plutôt vouloir se cacher à notre vue. Ils viendraient apparemment nous observer, peut-être tout simplement pour connaître notre niveau évolutif. Peut-être sont-ils conscients que, dans l'immédiat, il y aurait des niveaux de connaissance trop différents entre eux et nous. Par contre, il nous faut aussi être conscients que les origines de ces visiteurs pourraient être extrêmement variées. Les formes très diverses des objets en seraient une illustration. Les formes des visiteurs eux-mêmes risquent d'être extrêmement déconcertantes pour nous. À l'évidence, des habitants originaires de systèmes solaires plus anciens que le nôtre auraient pu élaborer des technologies leur permettant de se déplacer à travers l'univers. Mais comment ne pas tenir compte des distances extravagantes qui pourraient les séparer de nous, au cours de leur voyage interstellaire ou intergalactique? Comment parviendraient-ils à résoudre ces problèmes insolubles pour nous? Des contacts entre les humains et des créatures venant d'ailleurs sont-ils vérifiables parmi les plus anciennes civilisations de notre planète? Existe-t-il des éléments permettant de déterminer leurs éventuels passages, de les dater et de vérifier une possible influence de leur part sur les diverses sociétés terrestres qui se sont succédées, avec lesquelles elles auraient pu être en contact? Ces éléments sont-ils portés à la connaissance des populations? Ou bien sont-ils soigneusement cachés et pour quelles raisons? Certains ouvrages terrestres, monumentaux, apparaissent surprenants au regard des profanes. Les experts apportent trop facilement des explications totalement invérifiables et trop peu sérieuses. Contrairement à une évolution graduelle et adaptée à l'époque évoquée, certaines sociétés auraient acquis, trop rapidement, des techniques encore inconnues de nos jours. Comment expliquer rationnellement certaines de ces réalisations? Ces avancées techniques, spontanées, se seraient aussi accompagnées d'un modèle social et mental assez incompréhensible, pour ces époques-là.
Si nous prenons en considération les explications officielles qui nous sont données, cela n'apparaît pas très logique. L'état mental et technologique de ces sociétés ou civilisations étant jusqu'alors considéré d'un niveau très inférieur au nôtre. Comment auraient-elles réussi à se doter d'un modèle technologique non encore admissible de nos jours? Les explications qui sont données par les historiens, les spécialistes agrémentés, les livres ou les revues officielles apparaissent bien peu objectives à cet égard. Par ailleurs, toutes les informations, de quelque provenance qu'elles soient, sont systématiquement récupérées par des autorités gouvernementales ou militaires, qui font une rétention permanente des informations recueillies. Pourtant, des accords de coopération, actuels et réciproques, pourraient, très sérieusement, avoir été conclus entre des entités venues d'ailleurs et les autorités de certains pays tels que la Russie et les États-Unis. Des bases spéciales auraient été aménagées pour permettre aux visiteurs de pouvoir s'installer secrètement et discrètement. Des chercheurs agrémentés pourraient avoir été accrédités pour des possibilités d'études et de reproduction de la technologie utilisée par ces visiteurs. Pour ce qui est d'une information généralisée et complète auprès du public, rien ne filtre. Aucune transmission d'informations officielles n'est encore décidée. Des autorités responsables et même des gouvernants semblent laissés à l'écart de ces prospectives. En ce qui concerne les représentants politiques, lorsqu'ils sont informés, ne semblent pas encore prêts ou autorisés à divulguer un quelconque niveau de connaissance que ce soit sur ce sujet. La Grande-Bretagne fait face, depuis plusieurs années, à des événements extrêmement nombreux et troublants, concernant des apparitions de dessins dans les champs, appelés crop circles, ou cercles dans les cultures ou encore pictogrammes et qui commencent à empoisonner l'ambiance générale. La France, la Belgique pourraient être prêtes à divulguer un certain niveau de vérité concernant ce sujet en particulier. La désinformation systématique est pourtant générale. Il y a une véritable politique d'omerta. Les tentatives de dissimulation, les tentatives de dissuasion sont permanentes. La divulgation des informations, par des témoins ou des responsables, est irrémédiablement niée ou déformée. La plupart des États sont pourtant contraints de constater qu'une grande majorité de la population est prête à accepter cette idée, que non seulement nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais que nous sommes, depuis longtemps, visités par des entités venues d'autres planètes, issues d'autres systèmes solaires, en provenance, peut-être, de tous les endroits de l'univers. Il y aurait plus surprenant encore, car il semblerait évident que de la rétro-ingénierie ait été développée et que des engins intersidéraux soient actuellement construits ou en cours de construction sur notre planète. Toutefois, leur sophistication pourrait ne pas encore être suffisante pour que les chercheurs et les ingénieurs, en charge de ces supposés programmes, puissent les exploiter, dans l'immédiat. Par ailleurs, une coopération de ces entités, venues d'ailleurs semblerait démontrer leurs intentions, totalement pacifiques à notre égard. Il apparaît évident que si c'était le contraire, ils auraient les capacités technologiques de nous aliéner complètement. Donc, serions-nous entrés, pour quelques privilégiés seulement, dans le club des cosmonautes intergalactiques? Au fait, depuis combien de temps, ces êtres coopéreraient-ils sur notre planète? Des témoins, ayant été associés à des missions particulières, n'hésitent plus à témoigner. Ils précisent que des bases souterraines leur seraient réservées. Il est évident que, pour ceux qui chercheraient à connaître la vérité sur les extraterrestres, qui y sont agrémentés et qui posséderaient tous les moyens d'investigation, la tâche est énorme. Matérialité. L'espèce humaine considère l'univers comme une entité matérielle dont il est originaire. L'humain est donc conditionné par cette hypothèse. En effet, la vision que nous avons de notre environnement est conditionnée par nos sens, la vision, l'écoute, l'odorat, la saveur, c'est-à-dire les perceptions sensorielles. La réalité sur cet environnement dépend donc des moyens de perception de chaque espèce. D'autres espèces animales ont donc d'autres perceptions de leur environnement. Il est, du reste, très différent chez les insectes. Cette réalité passerait-elle par un filtre et ne serait-elle pas tout autre chose?
Il se pourrait, au regard des réalités de la matière, que chaque apparence, dont l'humain fait partie, ne serait qu'une image, une expérience temporaire et peut-être trompeuse de notre univers. Quels seraient alors les secrets de la matière, nous faisant douter, aujourd'hui, de notre réalité? Nos moyens actuels d'investigation semblent nous montrer une autre réalité. Nous devons donc considérer que notre cerveau, analysant les éléments de perception de l'environnement par nos sens, est sans contact direct avec l'espace qui l'environne. Notre cerveau reconstitue ainsi l'univers qui nous entoure grâce aux signaux électriques reçus à partir de nos sens de perception. Notre vision de la réalité est en fait l'image des signaux électriques de transmission. Cela signifie que ceux qui, parmi les animaux, n'ont pas la totalité de ces perceptions fonctionnelles ignorent des parties de cet environnement. Il s'agit donc de l'interprétation des signaux électriques, reconstitués par le cerveau. Il en va de même pour les notions de distance. C'est aussi notre cerveau qui détermine la notion d'espace par accumulation d'informations. À ce moment de notre analyse, nous devons nous rendre compte que tout ce qui nous entoure, y compris notre propre volume, n'est en fait qu'une image dans notre cerveau. Il y a, de ce fait, le monde extérieur et le monde reconstitué par notre cerveau. Aussi, comment pouvons-nous considérer nos perceptions comme des réalités? La seule réalité de l'existence de notre environnement est la perception qui nous en est accordée. Nos perceptions pourraient-elles n'être que des images dans notre esprit? Si nous prenons conscience que notre environnement n'existe que dans notre esprit, nous pouvons considérer être trompés par des illusions fabriquées. Les choses et l'univers n'auraient alors de réalité que dans notre esprit. Ne pourrait-il s'agir, ainsi, que d'un monde imaginaire? L'univers et nous-mêmes n'aurions alors plus rien de matériel. Les rêves que nous faisons lorsque nous sommes endormis nous apparaissent dans une parfaite réalité, par tous nos moyens sensoriels, et pourtant, à notre réveil, si nous en percevons leurs souvenirs, nous devons admettre leur totale irréalité, par rapport à notre zone d'éveil. Il apparaît évident que, si la perception de la réalité en période d'éveil n'est pas plus logique que celle de nos rêves, la réalité de notre existence serait alors illusoire. La réalité de notre vie, dans l'éveil, ne pourrait être que le résultat de nos préjugés et de nos habitudes. Aussi, si tous les événements physiques que nous connaissons ne sont que des perceptions, qu'en est-il de la réalité de notre cerveau? Notre cerveau, lui aussi, n'est qu'une construction de matière identique au reste de notre apparence. Dans une telle hypothèse, notre cerveau n'est lui-même que la perception d'une apparence, par nos sens. Qu'en est-il alors de cet autre élément qu'est la volonté? Où se trouve la réalisation dans la volonté de connaître? Ne pourrions-nous pas appeler cela tout simplement la conscience? Qu'est-ce alors que la réalité physique, en dehors de la source énergétique qu'elle représente? La matière n'est que de l'énergie et la réalité n'est-elle qu'une perception de cette énergie? Les lois de la chimie, de la biologie et de la physique nous amènent à considérer que l'univers, auquel nous sommes intrinsèquement liés, ne pourrait être qu'une illusion. Notre perception ne serait que le résultat d'une imposture métaphysique. La matière ne peut donc être l'être absolu, mais la conséquence d'un monde illusoire de perception. Ce monde illusoire ne serait que les limites des sens de l'humain. Si ce que nous considérons comme un monde matériel n'est que l'illusion de nos perceptions, qu'en est-il de notre conscience? Si la matière n'a pas d'existence autonome, c'est qu'elle n'est qu'une perception. Par quoi, cette perception est-elle alors causée? Pourtant, la création de ce monde matériel, pour pouvoir continuer, doit être cohérente, afin que la matière ne puisse pas disparaître. Aussi, l'univers quantique, par rapport à l'univers classique, nous apprend que l'essentiel serait l'information et la connaissance. L'étude individuelle des particules élémentaires nous montre que leur existence ne peut être démontrée que par référence à d'autres particules ou à l'ensemble de l'univers. Ainsi, lorsque la matière est scrutée dans ses plus petits détails, le monde du physique disparaît. Les objets n'existent plus, il ne reste que des relations dans l'information. La localisation et le temps disparaissent aussi. La matière solide, en apparence, dès lors qu'elle est ainsi scrutée, disparaît.
S'il s'avérait que la matière n'existait pas, l'énergie deviendrait éphémère, et de simples relations d'information permettraient d'expliquer notre univers. Notre univers, dans cette corrélation, deviendrait alors un simple lieu d'expérimentation. Chaque élément, y compris nous-mêmes, devient alors une structure liée à un ensemble. Nous serions donc une substance dans la substance. La Terre. Des forces gigantesques influencent notre Terre. Plus elle est étudiée et plus elle apparaît comme un organisme vivant et dynamique, en évolution permanente. Des forces, qui nous étaient invisibles et inconnues, sont continuellement découvertes. Ces forces sont reliées entre elles et conditionneraient toutes les formes de vie pouvant s'y développer. Notre planète, vue de l'espace, dévoile ses secrets, au fur et à mesure que nos moyens d'investigation deviennent de plus en plus performants. Elle s'avère être un hypersystème où tout influence tout. Les fluctuations de température des océans sont sous surveillance, celles de la lave des volcans le sont également. Mais il n'y a évidemment pas que cela. Toutes les variations impliquant chaque élément de notre planète sont surveillées. Des volumes impressionnants d'informations sont relevés, comparés, analysés, synthétisés. Les forces permettent d'établir un équilibre, chaque élément venant annuler le précédent. Chaque intervention naturelle est liée à l'ensemble et modifie ainsi les données, en permanence. C'est l'équilibre entre chaque élément qui permet l'équilibre de la planète et la vie qui s'y développe. Tout fonctionne à partir de chaque événement. Les événements sont reliés à des réseaux. Les processus sont un enchevêtrement de circonstances liées, en partie, à la rotation terrestre, à son relief, à la répartition de ses masses d'eau. Des mécanismes extrêmement complexes se déterminent à partir des pôles et tout particulièrement au niveau de l'Antarctique. Un processus de la salinisation des eaux de profondeur, à partir d'une saumure, causée par le froid intense, provoque des courants d'eau, dans les zones profondes, en jouant un rôle de catalyseur pour toute la planète. La chaleur solaire engendre, elle aussi, les perturbations et les variations favorables à l'équilibre général de notre Terre. Des systèmes interagissent pour entretenir les processus de la vie. L'eau, l'atmosphère, le feu conjuguent leurs influences. La Terre est une sphère avec un magma en fusion, recouvert d'une fine croûte instable, dont des morceaux dérivent continuellement. Une désintégration radioactive du noyau de notre planète alimente les flux du magma, et en modifie sa consistance. Les éruptions des volcans jouent également un rôle perturbateur dans les hautes couches stratosphériques de l'atmosphère terrestre, mais aussi dans les plus grandes profondeurs des océans. Les minéraux qui en sont éjectés formeraient les briques élémentaires de la vie. Des nutriments, des bactéries, des micro-organismes, des phytoplanctons se développent d'une façon exponentielle et puis c'est ensuite la chaîne alimentaire qui se met en place, jusqu'à une plus grande sophistication de la vie. Des nuages de plancton fossilisés du Sahara, soit en moyenne 54 000 tonnes par jour, s'envolent vers l'Amazonie. Mélangés aux pluies torrentielles, ils deviennent un fertilisant pour la forêt tropicale. Ce processus n'est pas le seul, des quantités énormes de minéraux, par le transport des poussières, sont déversés sur la totalité du globe. Chacun de ces processus participe à l'élaboration de la vie. Les échanges gazeux au niveau du sol de la planète participent aussi au processus. La moitié de la biodiversité de la Terre est rassemblée sur cet espace de la forêt tropicale. Chaque zone terrestre a un rôle prépondérant sur l'ensemble de la planète. Les feux naturels, eux-mêmes, participent aussi à l'équilibre global. Les cycles de la vie sont élaborés et entretenus à partir des équilibres globaux réalisés par une planète, désormais considérée comme organisme vivant. Le Soleil émet des éjections de masse, coronales, qui sont de gigantesques nuages de plasma. Si ces nuages de plasma atteignaient la surface de notre planète, tous les éléments de l'ADN, de toutes les formes de vie, en seraient modifiés et perturbés au point d'en compromettre la continuité. Une ceinture magnétique terrestre la protège de ces radiations particulières, en les déviant. C'est cette déviation et la dissipation des radiations qui engendrent les aurores boréales et australes, en encerclant les deux pôles.
L'ionosphère participe également à l'équilibre global en répartissant les charges électriques engendrées par les énormes masses nuageuses, à partir des décharges de foudre. Des charges électrochimiques s'établissent et transforment les molécules en présence. Des millions de tonnes de nitrates sont ainsi déversées avec les pluies, grâce à ces processus d'échange gazeux, provoqués par la puissance électrique des éclairs. Toutefois, les équilibres qui sont naturellement réalisés, peuvent un jour s'enrayer d'une façon très préjudiciable et définitive. Une influence déconcertante et indéniable d'une seule espèce animale risque d'interférer sur toutes les autres formes de vie. L'humain ne doit pas continuer à jouer les apprentis sorciers. S'il continue à créer des déséquilibres irrattrapables au niveau de la planète, tous les processus complexes jusque-là élaborés seront pour longtemps complètement détériorés. L'influence humaine interfère sur 80% des processus naturels, au niveau de la croûte terrestre, à sa surface et dans l'espace, hors de la stratosphère de la planète. L'accroissement galopant de sa démographie est le premier handicap à toutes les autres formes de vie. L'erreur. Notre planète, à cause de son noyau central ferreux, émet un champ magnétique. Ce champ, qui est appelé la magnétosphère terrestre, ou encore la ceinture de radiation de Van Allen, protège toutes les formes de vie existant sur la planète. Située à 800 km d'altitude, elle s'étend sur une épaisseur pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres. La traversée de cette radiation est impossible à envisager, au niveau actuel de notre technologie. Une fois cette barrière franchie, bien que reconnue infranchissable pour le moment, pour les humains, les radiations solaires et les radiations cosmiques rendraient inenvisageable qu'une espèce animale quelconque puisse y résister, sans dommages irréversibles, en se déplaçant en direction de la Lune. Les rayons gamma émis par le Soleil représentent des volumes de toxicité absolument insupportables. En plus, une radioactivité de plusieurs milliers de fois supérieure à une dose admissible est propulsée par les éruptions solaires et les orages magnétiques qu'elles engendrent. Les effets des radiations atomiques créées par les bombes atomiques lancées sur le Japon en 1945 ont causé des dégâts particulièrement dévastateurs sur les personnes situées à plusieurs kilomètres de l'épicentre des explosions. Ces radiations sont très largement inférieures, en intensité, par comparaison, avec les radiations solaires. Toutefois, si ce premier handicap pouvait être passé, il resterait à un appareil de transport interplanétaire, de pouvoir allunir dans de bonnes conditions et aussi de pouvoir en repartir également, dans de bonnes conditions. Par ailleurs, les conditions de vie, sur la Lune, y seraient particulièrement difficiles. La température, entre les zones exposées au soleil et celles se trouvant dans des zones de nuit complète, oscille, alternativement, entre plus 160 degrés de chaleur et moins 120 degrés de froid. Des combinaisons lunaires doivent pouvoir, d'abord résister à ces intenses écarts de température et être capables d'isoler une personne, pour pouvoir établir des conditions de vie acceptables. Toute personne serait ainsi soumise au contact des radiations solaires, la Lune ne possédant pas de ceinture radiante comme pour la Terre. Les risques mortels, à brève échéance, pour toute espèce animale quelconque et tout particulièrement pour l'humain, dans un tel espace hostile, apparaissent irrévocables. Le matériel, lui aussi doit pouvoir être parfaitement isolé de ces conditions extrêmes d'écart de température. Les appareils photo, pour ne prendre qu'en exemple, et qui auraient servi à témoigner de ces épopées lunaires, n'auraient pas été en mesure de fonctionner au-dessus de 100 degrés ni en dessous de 80 degrés, selon l'avis de leur concepteur. Ils auraient tout simplement été mis hors d'usage, sans une protection adaptée, complètement inexistante selon les reportages diffusés à l'époque. Bien d'autres incohérences laissent suggérer que tout aurait été organisé, en studio. Des décès, non élucidés, des personnes qui auraient été impliquées dans ce processus de trucage, laisseraient aussi envisager cette hypothèse. Toutes les personnes, ayant tenté de transmettre des informations ou pouvant en transmettre, risquant ainsi de décrédibiliser cet alunissage, auraient été réduites au silence. Aucun humain ne se serait-il donc, jamais, à ce jour, posé sur la Lune. Ou alors, les moyens techniques qui auraient été utilisés n'auraient pas été ceux décrits par la version officielle.
Avec l'aide de quels moyens de déplacement et d'alunissage, les humains seraient-ils tout de même parvenus à poser leurs pieds sur notre satellite naturel? Y aurait-il eu imposture, mais de quel type d'imposture s'agirait-il? Toutefois, une imposture bien plus extravagante que cette simple supercherie éventuelle de l'homme sur la Lune se serait produite, tout récemment. Des informations, obtenues dans le plus grand des secrets, auraient pu être en mesure de provoquer un effondrement irréversible dans l'organisation de notre société humaine. Tous les systèmes sociaux, élaborés jusque-là, qu'ils soient religieux, économiques ou politiques, si la réalité avait été révélée aux populations, risquaient de s'écrouler. L'oligarchie elle-même serait restée particulièrement dubitative sur l'événement. Il convient de savoir que de gigantesques structures dont le nombre exact serait resté confidentiel, d'une origine non naturelle, apparemment constituées de matériaux à base de carbones métalliques renforcés, dont la réalisation ne semble pas pouvoir s'apparenter à une technologie terrestre, auraient été repérées, dans l'espace interplanétaire, de notre système solaire. Ces structures seraient d'une apparente résistance, très supérieure à ce que nous savons faire. Elles émettraient, en leur périphérie, un vaste champ de force. Ce champ serait supposé être réalisé à partir de l'électromagnétisme et aurait eu la fonction de dévier tous les objets et particules risquant de percuter leur zone de déplacement. Ce champ aurait la possibilité d'empêcher l'atteinte de la surface de ces structures. Une similitude pourrait en être faite, toute proportion gardée, avec la magnétosphère terrestre. Ces superstructures, qui seraient d'immenses vaisseaux en déplacement, ont pu être observées à partir des télescopes terrestres et également identifiées à partir des radars, pendant une importante période. Des recherches spectrographiques auraient permis d'évaluer la composition de ces structures. Les nombreuses observations effectuées auraient aussi permis de déterminer leur très grande vitesse de déplacement, sans qu'il soit, cependant, possible de définir s'ils étaient pilotés et s'il s'agissait de véritables véhicules. Ils ont été observés à proximité de la planète Mars, où ils se seraient subitement éteints, comme s'ils s'étaient soudainement abrités derrière un bouclier invisible. Ils auraient été susceptibles d'évoluer à proximité de notre planète, sans qu'ils puissent être visualisés. Leur apparence, pendant la période d'observation, serait d'une forme d'objet tridimensionnel, particulièrement surprenante. Le plus étrange de cette affaire ne serait pas cette observation qui l'est déjà par elle-même, mais l'extrême surveillance, dont ils auraient fait l'objet. Les personnels scientifiques chargés d'en mener l'enquête et d'en comprendre la signification et les implications éventuelles sur notre société humaine et son organisation l'auraient été tout autant. Y aurait-il eu une crainte de contact ou d'un débarquement massif sur notre planète? Selon les calculs effectués sur leur vitesse de déplacement, leur trajectoire et leur volume, ces objets auraient dû être susceptibles d'être visibles, en observation nocturne, de la même manière que la station orbitale. Ils auraient pourtant totalement disparu et n'auraient plus été détectables pendant 6 mois. Ils auraient cependant réapparu, à proximité de la Lune, en formation circulaire, jusqu'à leur disparition, dans la zone lunaire qui nous est occultée. Plus aucune information ne circulerait, actuellement, sur ce sujet. Une probable interruption totale des programmes de surveillance de l'espace aurait été envisagée, afin que rien, sur cet événement, ne puisse jamais filtrer dans le public, même accidentellement. À la suite de cet épisode, des fluctuations dans le champ de gravité terrestre auraient été mesurées, sans qu'aucune explication rationnelle ne puisse leur être attribuée. Les personnels, chargés de cette surveillance, seraient dans l'expectative, quant à la possibilité d'une réapparition, et surtout sur leur choix, de la proximité lunaire, et par une telle discrétion affichée. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livres brochés. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible.
Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection